Donc on accueille l'orateur suivant, le conférencier suivant, donc Loïc Liétard. C'est ta présentation, c'est bon. Donc Loïc est cofondateur et CEO de Greenwaves Technologies. Donc une start-up fabless qui conçoit des processeurs applicatifs pour des objets alimentés sur pile. Avant Greenwaves, Loïc a travaillé 25 ans pour ST Micro, où il a dirigé plusieurs divisions produits, a été le directeur de la stratégie et a cofondé et dirigé le fonds de capital risque de ST Micro. C'est à toi. Merci, bonjour. Bon, je vais essayer de vous mettre, je vais partager d'un côté notre expérience en IA embarqué ou très embarqué, puisque c'est des tout petits objets, et puis notre expérience aussi en open source design, qui est une tendance émergente en design de semi-conducteurs, et comment est-ce que ça peut adresser la vague d'innovation autour de l'IA embarqué. Donc rapidement sur la société, donc on a 7 ans, on fait ce que j'appelle des processeurs d'application. C'est pas seulement de l'IA, mais c'est des processeurs qui font très bien un certain nombre de tâches. Et tout ce qu'on fait pour l'efficience énergétique, pour des applications qui sont alimentées sur pile, ce qui définit aussi la puissance de calcul qu'on adresse. On est 40, essentiellement à Grenoble, mais on a une équipe de R&D à Bologne. On est très proche de l'Université de Bologne et l'ETH à Zurich. Et on a une activité de business développement et de support technique à Shanghai. Et en termes de footprint, de force de vente, on a une couverture mondiale, le Japon étant le dernier pays où on est allé parce que c'est un marché très exigeant. On a un premier produit GAP8 qui est en production depuis 2 ans. C'est du 55 nano TSMC, conservateur pour commencer pour une start-up. Et le marché, c'est essentiellement de l'AI IoT, donc de l'IA embarquée dans l'IoT. Et on vient de recevoir, je ne sais pas si ça marche ce truc. On vient juste de recevoir notre nouveau produit GAP9 qu'on a montré cette semaine à Barcelone au MWC, qui est en 22 FDX de chez GF. Et là, le nouveau marché qu'on rajoute, c'est ce qu'on appelle Hearable. Je reviendrai là-dessus, en plus bien sûr de notre marché d'origine. Donc un système d'IA embarqué. Certes, il y a un processeur, mais toujours des capteurs généralement. Il ne faut pas oublier ça quand on parle en particulier d'efficience énergétique. Ça ne sert à rien d'avoir un processeur qui consomme 100 fois moins que le capteur. C'est une banalité, mais il faut trouver un équilibre. Et je pense que ça a une grosse importance sur les architectures qu'on consomme. Les capteurs typiques de nos clients, bien sûr, il y a la caméra, il y a des microphones. Il y a des caméras infrarouges, on peut faire des choses assez sympas en infrarouge. Et puis il y a le radar qui est un capteur riche assez fascinant parce que celui-là, il n'est pas interprétable sans intelligence artificielle derrière. Une signature radar est illisible par un homme. Les objets que l'on fait vont typiquement, une caméra, ça va être des années d'autonomie. On a un client qui a, avec une caméra infrarouge, qui a un produit sur le marché, c'est 3 ans d'autonomie en prenant une image toutes les 3 minutes. Il y a des wearables où on va chercher la semaine d'autonomie. Et puis tout ce qui est écouteur, en fait, c'est la journée qu'on veut. Quand on regarde, alors je ne vais pas être très technique, c'est un peu général, mais juste pour poser les choses, en architecture de computing, dès lors qu'on veut être très efficient énergétiquement, la réponse est la spécialisation. Vous l'avez vu sur un certain nombre, voire des choses extrêmement exotiques pour aller gratter l'efficience par cycle. Le problème, c'est que la spécialisation, ça joue contre la programmabilité. Et ça, il y a ce débat entre les deux. Et l'état de l'art sur l'algorithmie dans BetaDIA va beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle on peut faire de nouvelles architectures. Donc en fait, le risque, et il y a certains de nos concurrents qui sont tombés dans le panneau, c'est que le jour où ils ont leur circuit en production, les modèles qui sont à l'état de l'art et que les clients veulent faire tourner ne tournent plus sur cette machine qui avait fait des hypothèses 3 ou 4 ans avant. D'accord. Donc la programmabilité est vraiment clé pour évidemment pouvoir ajuster le circuit au fur et à mesure de sa vie, sachant que aujourd'hui, il y a des papiers qui sont publiés littéralement tous les jours sur des nouveaux modèles. L'autre enjeu, bien sûr, dans le monde du processeur, indépendamment de l'IA embarqué, c'est la productivité. À la fin, un processeur a du succès parce qu'il est facile à programmer et que les programmeurs mettent peu de temps à porter leurs algorithmes dessus. Ça, c'est absolument clé. Et encore une fois, ça plaide en faveur de la programmabilité et donc contre l'efficience énergétique. Et tout l'enjeu de l'innovation dans ces domaines-là, c'est ce balancing act entre la spécialisation et la programmabilité, et puis ça a été expliqué par tout à l'heure, évidemment les outils qui aident grandement à cette programmabilité. Donc c'est vraiment toute
toutes les startups, parce que c'est essentiellement des startups, développent des thèses sur ce domaine et on se bat là-dessus. Voilà. Un mot, et ça a été aussi mentionné par Vincent, c'est pas parce que l'IA est à la mode que le DSP traditionnel a disparu. Et c'est pareil, on a un client américain assez connu qui avait fait un choix d'une start-up de très haut profil, et cette start-up avait juste oublié qu'un accélérateur d'IA ne fait pas un système. Et il faut rajouter d'autres choses autour, en particulier du DSP, mais aussi du DSP très basse latence, etc. La capacité de changer de mode, c'est-à-dire d'avoir des modes de très faible intensité de calcul, de passer en microsecondes à des modes très intenses. Par exemple, si on détecte quelque chose qui bouge, c'est un type d'algorithme, un certain profil de calcul, et il ne faut pas que la personne qui... Donc on détecte un mouvement, on réveille le système pour essayer de comprendre si c'est un chien ou un bonhomme. Si le type est déjà à quitter le champ de la caméra quand la machine s'est réveillée, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Donc, bon, les exemples de DSP, bien sûr, il y a l'image de la calibration d'image, par exemple en infrarouge. On veut toujours faire de l'encodage vidéo de temps en temps parce qu'on ne peut pas faire tout en embarqué. Il faut faire du voice pick-up, c'est-à-dire faire des, je sais pas comment on dit, des beams, des faisceaux pour aller capturer la voix et retirer le bruit autour, etc. De l'ANC, de l'audio 3D, etc. Donc vraiment, il faut des architectures qui font certes bien de l'IA, mais aussi très bien du DSP. Voilà. Et la vision qu'on a de plus en plus, nous, c'est que le computing embarqué, en tout cas dans nos marchés, c'est multidimensionnel et on va rajouter de plus en plus on revient au début, de spécialisation pour certaines classes d'algorithmes, mais l'enjeu, c'est de faire fonctionner tout ça correctement, ensemble. 2 slides sur les marchés, donc d'abord sur l'IoT. Là, le premier message, c'est que c'est un marché super fragmenté. Là, je vous ai donné quelques applications dans lesquelles on joue. Chacune c'est des petits, au sens du semi-conducteur, quelques dizaines de millions d'unités pour un marché au niveau mondial, c'est tout petit. Donc en fait, pour avoir des ventes importantes, il faut aller chercher, comprendre, se spécialiser, au sens applicatif du terme, un grand nombre de marchés, ce qui est un peu fatigant. La dernière ici a l'air plus grosse, sauf que c'est un marché, tout ce qui est le contrôle de la voix, qui est complètement sponsorisé et gâché par Amazon et Google qui subventionnent ce marché. Donc c'est quasiment impossible de gagner sa vie là-dedans. Et les croissances sont assez faibles. Mais donc là, par exemple, le comptage de personnes dans des salles de réunion, l'exemple qu'a montré Vincent, et on a aussi là-dedans de smart door lock ou de reconnaissance de personnes, détection de visage. Un peu, on voit le AR/VR, finalement, c'est pas si grand que ça. On en parle beaucoup, mais ça, c'est pas un gros marché. Détection intelligente, les caméras, tout ça, c'est pas. Ce qui change un peu la donne pour nous, c'est ce qu'on appelle les hearables, qui est un peu, en termes d'IA, qui passe un peu sous le radar, parce qu'on est juste à la transition. Alors, hearables, c'est les casques, c'est les earbuds, c'est d'autres formes assez intéressantes, on garde l'oreille ouverte, mais c'est aussi les 500 millions de personnes qui ont besoin d'une aide auditive légère et qui ne veulent pas porter d'aide auditive médicalisée, soit parce que ça coûte cher, soit à cause du stigma. Et c'est un marché qui n'est pas servi aujourd'hui. Il y a 3 cas d'usage qui émergent, que nos clients veulent servir. Le premier, c'est la réduction de bruit à base de réseaux de neurones, éventuellement avec du DSP. Et là, le scénario, vous êtes à une terrasse de café, il y a des chiens qui aboient, il y a des trams qui passent, vous êtes au téléphone, il n'y a que votre voix qui passe et tout le reste est filtré. Et ça, c'est au sens de réseau de neurones, c'est du lourd. L'autre cas d'usage intéressant, c'est alors l'ANC, la suppression du bruit pour vous, ça existe. C'est assez rudimentaire aujourd'hui. Et la façon de l'améliorer, c'est en fait de détecter avec des réseaux de neurones l'environnement acoustique dans lequel vous êtes. Et sur cette base-là, le modèle d'ANC va être adapté. Et l'ANC, bien sûr, pour faire revenir, ça évidemment, c'est du DSP très basse latence. Et ça, c'est de l'IA. Et le troisième, c'est de la spatialisation audio, qui, elle, est purement DSP. Mais on peut mélanger les deux. Par exemple, vous êtes dans une conférence call avec 3 personnes qui parlent. On peut faire de la séparation de voix avec des réseaux de neurones. Et après, spatialement, placer les 3 personnes de façon artificielle à 3 endroits différents pour vous. Et ça abaisse considérablement la fatigue si vous passez la journée dessus. L'exemple que je ne montre pas, parce que finalement, dans cette gamme de puissance de calcul, c'est anecdotique. C'est tout ce qui est la commande vocale ou la commande à base de gestes. C'est aujourd'hui, avec les architectures qui sont sur le marché, les fabricants d'earbuds vont vous dire que ça consomme 25% de la batterie, donc c'est considérable. Avec des architectures comme la nôtre, on passe à 1 ou 2%, donc c'est vraiment dans l'épaisseur du trait.
Ce qui est intéressant, on l'a vu un petit peu, à part Vincent, mais on a des filons communs. Aujourd'hui, tout le hype autour de l'IA, c'est dans l'image. Franchement, c'est pas très intéressant. Je pense qu'il y a une vitesse de commoditisation énorme. Il y a des dizaines, voire des centaines de startups qui s'y mettent. Tout le monde s'y met, à tous les étages. L'audio est beaucoup moins recherché, beaucoup moins dans l'IA, dans l'image. Et ça, c'était une vision des pères fondateurs de ça, c'est que tout est open source, donc la vitesse d'apprentissage est faramineuse. L'audio, c'est beaucoup moins recherché, beaucoup plus propriétaire et beaucoup plus divers. Il y a les cas d'usage sont très très différents les uns des autres. Les topologies de réseaux de neurones sont bien plus riches. Les formats de données sont bien plus riches. On a un de nos clients leaders finalement a cette application-là et c'est un réseau de neurones en 16 bits en virgule flottante. Donc on fait ça. La plupart des processeurs d'IA dont on fait la pub ne sont absolument incapables de faire ça. Voilà. Sur la dimension du marché aussi. Donc par rapport au marché qui croise de 10 à 20% dans l'IoT, là le marché est littéralement en train d'exploser. À l'horizon de 2025, ça sera des chiffres qui sont supérieurs aux smartphones. Et ce qui est intéressant aussi en unité, et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'innovation est en train de prendre le pas, dans les earbuds en particulier, est en train de prendre le pas sur les smartphones qui est devenu une commodité. C'est aussi un marché dont la moitié, ça c'est un prix au détail au-delà de $100, la moitié est haut de gamme, ce qui est quand même rare dans le consumer. Apple, évidemment, va garder ses 20% historiques. Ce qui reste quand même pour nous, c'est un marché de $2 milliards, adressable pour nous avec un seul produit. Il n'y a pas beaucoup de marchés dans le semi-conducteur qui ont cette efficience-là. Je bascule sur l'open source et puis après je reconnecterai les deux. L'open source, le design d'un circuit intégré en open source, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça traîne depuis longtemps. Ce qui a changé, c'est qu'il y a vraiment maintenant, depuis 5 ans, une dynamique absolument hallucinante au niveau mondial, grâce à 3 choses. Alors la bonne raison, c'est quelque chose qui s'appelle risque 5, sur lequel je reviendrai. Et puis 2 mauvaises raisons qui sont finalement le rachat, alors maintenant avorté, de ARM par SoftBank, que personne n'a compris. Et donc les gens se disent, bon, comment je peux me protéger de ça? Il y avait risque 5 qui était là, ils se sont engouffrés là-dedans quand ils pouvaient. Et au niveau géopolitique, le blocage par les Américains des technologies qui sont teintées américaines, parce que ARM, par exemple, est considérée comme une technologie teintée américaine à l'égard de la Chine. Et la Chine avait essayé de développer des architectures MIPS, etc. Et s'est engouffrée sur le risque 5. L'infrastructure était là, ils en ont profité. Et aujourd'hui, c'est certainement le premier acteur en risque 5 dans le monde. Aujourd'hui, et ce n'était pas le cas quand on a commencé Green Waves, ne pas être ARM n'est pas un disqualifiant. Il y a 5, 6, 7 ans, j'allais chercher de l'argent, j'allais voir des clients, on me disait vous n'êtes pas ARM, on ne veut pas vous parler. Ça c'est fini maintenant, il n'y a jamais la question. Alors, risque 5, ça n'est qu'un jeu d'instruction gratuit, qui n'est pas open source, il est juste gratuit, vous le prenez, vous faites ce que vous voulez avec. Mais du fait du moment énorme qu'il y a autour de ça, en fait, il y a un écosystème logiciel qui s'est développé. Vous pouvez trouver tous les outils, tous les compilateurs de la Terre pour travailler. Et là, il n'y a plus d'enjeu. C'est-à-dire que là, ce qui est généralement la barrière à l'adoption d'une nouvelle architecture de processeur est tombé. Et il y a un nombre de projets, alors en partant du jeu d'instruction, de projets open source, un peu sur toute la gamme, des tout petits processeurs jusqu'à des gros processeurs 64 bits, qui ont été open sourcés dans les 5 dernières années. Donc vous avez toute la palette et l'embarras du choix. Voilà. L'Europe, là-dedans, a franchement été à la traîne derrière la Chine et les États-Unis. On commence à s'organiser, donc la Commission européenne commence à faire des appels à projets qui sont ciblés sur l'open source et les groupes de travail. La France a été franchement à la traîne. Pendant longtemps, il y avait Thales et nous là-dedans. Ça commence à changer. Hein, donc les gros acteurs français commencent à s'y mettre au-delà de Thales. Les adoptions. Alors après, quand on regarde ce que les gens font de l'open source, au-delà des mauvaises raisons dont j'ai parlé, la première vague, ça a été vraiment d'adopter risque 5 parce qu'il n'y avait aucune friction. Si vous êtes un ingénieur, vous voulez faire un chip architect, vous voulez faire un circuit, si vous voulez utiliser un processeur ARM, c'est compliqué. Il faut que vous appeliez votre purchasing department, les avocats, la finance, négocier les prix, etc. Ça prend 6 mois, même si vous l'avez déjà fait 10 fois. Okay. Risque 5, c'est comme si vous voulez décharger un paquet logiciel open source, boum, 1 heure après, vous commencez à travailler. Donc ça a grandement facilité
l'adoption de RISC-V dans ce qu'on appelle, finalement, ce que j'ai mentionné là, je crois, c'est le deeply embedded. En fait, c'est les petits processeurs dans tout gros circuit. Il y a un gros circuit qui va être programmé par des tiers, et celui-là, ça reste encore ARM la plupart du temps. Mais à l'intérieur, l'architecte de la puce va mettre plein de petits microcontrôleurs pour faire des trucs à droite à gauche. C'est programmé seulement par le vendeur du circuit intégré. Et là, ils ont leur choix, il n'y a pas d'enjeu. Donc c'est vraiment là, aujourd'hui, il y a 25% des... Et ça, c'est des données qui ont 2 ans, donc il y en aura plus aujourd'hui. 25% des SoC en design dans le monde qui ont au moins un cœur RISC-V, ce qui est énorme. Il y a aussi un enjeu, c'est probablement plus pour un Thales que pour nous. L'open source, c'est bien pour la sécurité parce que vous pouvez voir ce qu'il y a dans votre code et savoir ce que vous prenez. Alors que si vous prenez un processeur ARM, franchement, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça, c'est la première vague qui est un peu une vague de commodité. C'était simple et les gens l'ont adopté. La deuxième, c'est l'innovation. Il y a 2 points là-dessus. C'est que le jeu d'instruction RISC-V rend les extensions simples. Et les extensions, c'est de rajouter des instructions qui vous permettent de faire de façon plus efficiente certains calculs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on ne réalise pas souvent quand on parle de ARM, c'est que quand vous utilisez ARM, vous êtes un peu prisonnier de leur écosystème. C'est les interconnects, c'est tout ce qui vient autour, qui font que finalement, quand vous êtes un fabricant de processeurs à base de ARM, les possibilités d'innovation sont très très limitées. Vous pouvez choisir les types de processeurs, vous pouvez rajouter un petit accélérateur ici, mais la façon dont vous connectez est définie par l'écosystème, etc. Tout ça avec RISC-V, ça saute. Et le résultat, c'est que si on regarde le nombre, je n'ai pas retrouvé le chiffre, mais l'activité de recherche sur les architectures de processeurs qui s'étaient complètement endormies, plus personne n'en faisait, a réexplosé. Mais c'est un facteur 100, c'est hallucinant. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est fascinante avec l'open source, c'est que finalement, il n'y a aucune différence entre le travail de recherche et le travail d'un produit. Nous, on a des collaborations où finalement le même objet est un objet de publication pour nos partenaires académiques et c'est un produit pour nous. Ça a été le cas pour GAP 8 et ça sera le cas pour GAP 9. Et donc il y a une accélération incroyable de l'innovation parce que là où il fallait 5 ans pour valider quelque chose, faire des papiers, le trouver adopté par l'industrie, là il y a 0 délai. C'est immédiat. Voilà. Alors après, si on remet ça dans le contexte de l'IA embarquée, et si on remonte à ce que j'ai dit, clairement, les algorithmes d'IA demandent d'un côté, ça a été expliqué tout à l'heure, il y a des accélérations hardware, mais il y a un certain nombre d'opérations qui doivent rester en logiciel, mais qui sont effectuées de façon peu efficiente par un jeu d'instructions RISC classique, que ce soit ARM ou que ce soit RISC-V. Et la façon d'aller vite, c'est de rajouter des instructions vectorielles, etc., qui adressent les classes de calcul des réseaux de neurones qu'on utilise dans ces algorithmes-là. ARM a mis 7 ans. Ils ont annoncé il y a 2 ans ce que nous, on utilise depuis 7 ans. Et c'est pas qu'ils sont pas bons, évidemment. C'est qu'ils ont une infrastructure, il faut qu'ils parlent à tous leurs clients, pour eux, chaque changement ou chaque addition est extrêmement lourde. C'est tout la bataille entre les solutions propriétaires et les solutions open source. Donc il y a un bonus à l'open source ici, en termes de capacité d'innovation, d'exploration, qui est absolument incroyable. La deuxième chose, et ça revient à la possibilité d'innover au sens architectural, comment est-ce qu'on connecte les blocs entre eux, quel contrôleur de mémoire DMA on met, etc. Finalement, quand vous avez une puce faite à base de blocs spécialisés différents, d'un côté vous êtes très efficient, mais il faut que tout ça marche ensemble parce que vous travaillez sur les mêmes données. Et le fait de pouvoir vous affranchir finalement du carcan ARM est aussi un fantastique moteur d'innovation. Voilà. Et mon dernier point, c'est qu'une fois qu'on regarde tout ça, en fait, de nouveau, les architectures de processeurs sont devenues abordables pour des startups. C'est pareil, il n'y avait plus de recherche en architecture de processeurs depuis très longtemps. Il n'y avait pas non plus beaucoup de startups. Si vous vous rappelez, les dernières startups innovantes, s'il y a des gens comme Ambiq avec des styles de design différents, avec du design asynchrone, font des architectures ARM très basse consommation. Il y a des gens qui ont essayé de faire des copies des x86, mais il n'y avait plus rien. Okay. Et là, de nouveau, il y a une flopée de startups qui se sont lancées là-dedans. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est extrêmement efficient d'un point de vue capitalistique.
Donc avec 10 millions de dollars, vous pouvez faire un produit, alors qu'avant, il en fallait 50. Voilà. Donc en conclusion, je pense qu'avec l'émergence de l'IA embarquée, d'un côté, le design open source est vraiment un outil extraordinaire pour décommoditiser l'embedded computing. Merci. Merci.